This Tout wouldn't ce have que been vous voyez possible without derrière your moi team's ne effort. m'appartient plus. La phrase tombe au It milieu was a d'un group palace effort, and parisien I'm just glad we pulled devant it off 600 together. invités fusés. Quelques minutes plus tôt, son mari venait de s'attribuer le succès d'un empire technologique valorisé à 10 milliards d'euros, en annonçant la promotion de sa maîtresse sous les applaudissements. Il pensait avoir effacé sa femme, reléguée au silence et à l'ombre. Ce qu'il ignorait, c'est que la véritable fondatrice n'avait jamais perdu le contrôle. Ce soir-là, sans cri ni scandale, une seule décision a suffi pour faire s'effondrer un récit bâti sur le mensonge. Si vous aimez les histoires où l'intelligence silencieuse renverse le pouvoir arrogant, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. La façade du palace s'illuminait comme un bijou posé sur les rives sombres de la Seine, et les projecteurs balayaient l'air froid de Paris avec une précision presque militaire. Aurexia Systems célébrait ses 12 années d'existence, et tout, dans cette soirée, avait été conçu pour rappeler au monde que l'entreprise appartenait désormais à la catégorie des géants. Le budget officiel de la réception, discrètement murmuré par les organisateurs aux journalistes économiques, atteignait 3,2 millions d'euros et plus de 600 invités franchissaient les portes tournantes, parmi lesquels des fonds d'investissement internationaux, des représentants des plus grandes banques européennes et la quasi-totalité de la presse spécialisée en technologie. Lorsque Daphné Diarra arriva, la soirée avait déjà trouvé son rythme. Elle sortit seule de la voiture qu'il avait déposée devant l'entrée, sans assistant, sans cortège, sans ce balai de collaborateurs qui entourait habituellement les dirigeants. Son arrivée tardive n'était pas un retard accidentel, mais le résultat d'un choix méthodique, inscrit dans son agenda personnel depuis des semaines. Elle franchit les marches avec une démarche calme, le regard posé sur l'ensemble, comme si elle observait un système complexe plutôt qu'un événement mondain. À l'intérieur, le personnel d'accueil consulta brièvement la liste des invités avant de lui indiquer sa table. Daphne remarqua aussitôt l'anomalie. Son nom figurait bien sur le plan de salle, mais sa place se trouvait en périphérie de la salle de bal, à une table discrète, éloignée de l'estrade et des objectifs des photographes. Aucun cartel ne précisait sa fonction. Aucun titre ne venait rappeler son rôle dans l'histoire d'Aurexia. Cette absence n'était pas une erreur, mais une décision. Autour d'elle, les conversations se mêlaient au cliquetis des verres et au murmure de la musique. Les invités échangeaient des chiffres, des perspectives de croissance, des anecdotes sur des acquisitions récentes. Daphne s'assit sans manifester la moindre surprise visible, observant les flux humains avec l'attention d'une architecte qui reconnaît les lignes d'un plan qu'elle a elle-même dessiné. Un léger frémissement parcourut la salle lorsque Henri Lemoine fit son entrée. Grand, sûr de lui, parfaitement à l'aise dans son smoking, il avançait sur le tapis rouge installé à l'intérieur du palace avec l'assurance d'un homme habitué à être regardé. À son bras se trouvait Claire Montreux, présentée depuis peu comme une figure montante de la stratégie d'entreprise. Claire, ancienne consultante issue d'un grand cabinet international, avait rejoint Aurexia quelques mois plus tôt, et son ascension fulgurante faisait déjà l'objet de nombreux commentaires. Elle souriait avec maîtrise, consciente de l'effet qu'elle produisait, et saluait les investisseurs comme si elle avait toujours fait partie du cercle restreint du pouvoir. Ils s'installèrent à la table centrale, entourés des principaux actionnaires et de plusieurs journalistes influents. Lorsque le maître de cérémonie annonça officiellement Claire Montreux comme directrice de la stratégie, les applaudissements furent nourris. Daphné observa la scène à distance, notant la manière dont certains regards glissaient vers elle avant de se détourner, comme si sa présence devenait soudainement incongrue dans ce décor qui avait pourtant été bâti sur ses fondations. Henri monta ensuite sur scène pour prononcer le discours d'ouverture. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, résonna dans la salle avec une assurance travaillée. Il retraça ce qu'il appela le parcours héroïque d'Aurexia, évoquant les débuts modestes, les premières levées de fonds, les obstacles surmontés grâce à une vision claire et à une détermination sans faille. Il parla d'une équipe technique exceptionnelle, d'un esprit d'innovation permanent,
Mais il ne prononça pas une seule fois le nom de Daphné Diarra. Son récit dessinait une épopée dont il semblait être l'unique protagoniste. À une table voisine, Jean-Paul Lemoine, le père d'Henri, discutait avec un représentant d'une grande banque européenne. Homme de la finance traditionnelle, habitué au bilan et au flux de trésorerie, il affichait un sourire satisfait. Il déclara avec une conviction tranquille que son fils avait porté l'entreprise de zéro à une valorisation de 10 milliards d'euros, comme s'il s'agissait d'un fait incontestable. Son interlocuteur acquiesça, impressionné par l'assurance de celui qui parlait au nom d'une dynastie en devenir. Non loin de là, Élodie Lemoine, la sœur d'Henri, laissa échapper une remarque teintée d'ironie lorsqu'une connaissance mentionna le nom de Daphné. Elle expliqua, d'un ton faussement léger, que Daphné avait toujours préféré rester en retrait et qu'elle n'aimait pas la lumière des projecteurs. Son sourire accompagna la phrase, mais l'intention était claire. Elle redéfinissait la discrétion comme une absence et l'effacement comme un choix personnel. À la table périphérique, Daphne sentait les regards peser sur elle avec une curiosité mal dissimulée. Un investisseur récemment entré au capital d'Aurexia se pencha vers elle, cherchant manifestement à situer sa place dans l'organigramme invisible de la soirée. Il lui demanda poliment de quel département interne elle avait la charge. La question, en apparence anodine, portait en elle une méconnaissance profonde de la réalité. Daphne répondit avec courtoisie, sans se justifier, et la conversation se dissipa rapidement, laissant derrière elle un silence chargé. Henri passa près de sa table quelques instants plus tard. Sans s'arrêter, il se pencha légèrement et murmura d'une voix basse qu'elle seule pouvait entendre qu'il ne fallait pas compliquer les choses ce soir-là. Le ton n'était ni agressif ni affectueux, mais il portait une autorité implicite, celle de quelqu'un qui pense avoir définitivement fixé les règles du jeu. Daphne resta immobile, le regard posé sur la scène où les applaudissements retentissaient encore. À cet instant précis, tout semblait indiquer qu'elle avait été reléguée aux marges, effacée du récit officiel, transformée en figure secondaire d'une histoire qu'elle avait pourtant conçue dans ses moindres détails. Pour les invités, pour les journalistes, pour les partenaires financiers, elle apparaissait comme une présence accessoire, presque anecdotique. Ce que personne ne pouvait percevoir, en revanche, c'était la distance entre cette image et la réalité. Daphné observait la soirée comme on observe une démonstration trompeuse, consciente que la structure réelle se trouvait ailleurs, invisible aux yeux de ceux qui se laissaient séduire par le spectacle. Elle laissa les discours se poursuivre, les sourires se multiplier et les verres se remplir, sachant que cette nuit n'était pas une fin, mais le point de départ d'un mouvement beaucoup plus profond. La nuit de la réception s'effaçait lentement dans l'esprit de Daphne, remplacée par une suite d'images plus anciennes, plus précises, comme si son esprit remontait volontairement le fil d'un système pour en retrouver le noyau initial. Aurexia n'avait pas toujours été ce colosse célébré dans un palace parisien. À l'origine, l'entreprise occupait un étage discret d'un immeuble de bureaux sans prestige, avec des murs trop blancs, des tables récupérées et 9 personnes seulement, toutes absorbées par une même obsession: faire fonctionner quelque chose que personne d'autre ne comprenait encore vraiment. À cette époque, le chiffre d'affaires annuel atteignait à peine 2,8 millions d'euros, et chaque euro était immédiatement réinvesti. Daphne passait des nuits entières à dessiner l'architecture des flux de données, à anticiper des volumes que personne autour d'elle n'imaginait encore possibles. Elle concevait un cœur algorithmique capable d'évaluer des actifs en temps réel, d'absorber des informations venant de plusieurs marchés et de s'adapter à des réglementations mouvantes. Elle pensait déjà à l'expansion internationale, non comme une ambition abstraite, mais comme une contrainte technique à résoudre dès le premier jour. Henri, lui, occupait un autre espace. Il savait entrer dans une pièce et y imposer une narration. Il rencontrait des investisseurs, cultivait des relations avec les journalistes économiques et présentait les avancées du projet avec une clarté séduisante. Il parlait de vision, de potentiel, de trajectoire. Ensemble, ils formaient un équilibre qui semblait naturel. Daphne construisait la structure invisible
et Henri la rendait lisible pour ceux qui ne savaient pas regarder sous la surface. Ils se marièrent à un moment où la frontière entre la vie privée et l'entreprise était déjà poreuse. Le mariage fut présenté comme une célébration de leur réussite commune, et beaucoup y virent le symbole d'un duo indissociable. Daphné, à ce stade, n'y vit aucun danger. Elle considérait leur relation comme un prolongement logique de leur collaboration, convaincue que la solidité du système qu'elle avait conçu suffisait à protéger l'ensemble. C'est peu après que les premières demandes apparurent, formulées avec douceur, presque avec sollicitude. Henri lui expliqua qu'il serait préférable qu'elle réduise ses apparitions publiques. Il évoqua les biais persistants du monde des affaires, la manière dont certains investisseurs pouvaient réagir face à une femme noire, occupant le devant de la scène, dans un secteur dominé par des figures masculines blanches. Il affirma qu'il s'agissait d'une stratégie temporaire, destinée à faciliter les levées de fonds et à éviter des frictions inutiles. Daphné accepta, non par soumission, mais par pragmatisme. Elle croyait encore que la reconnaissance réelle ne dépendait pas des titres affichés, mais de la maîtrise du système. Elle laissa Henri devenir le représentant officiel de la personne morale, signant les documents qui lui conféraient cette visibilité, sans se douter de la portée symbolique et juridique de ce glissement. Progressivement, les mots changèrent. Dans les dossiers de présentation, Henri fut désigné comme le fondateur. Daphne apparut sous la mention de conseillère technique, un rôle flou, sans contour précis. Elle remarqua cette évolution sans immédiatement la contester, persuadée qu'il s'agissait d'une simplification destinée à des interlocuteurs extérieurs. Pourtant, chaque modification de langage redessinait la réalité aux yeux de ceux qui n'avaient pas accès à l'histoire complète. Les remarques d'Henri se firent plus insistantes. Lorsqu'elle exprimait une réserve sur une orientation stratégique, il lui reprochait d'être trop rigide. Lorsqu'elle insistait sur des contraintes techniques, il lui expliquait qu'elle ne comprenait pas les subtilités de la politique d'entreprise. Il utilisait des phrases répétées, presque ritualisées, pour disqualifier ses objections sans jamais les traiter sur le fond. Elle serait trop émotive, trop attachée aux détails, insuffisamment adaptée au jeu d'influence qui accompagnait désormais la croissance d'Orexia. Jean-Paul Lemoine renforçait cette dynamique sans jamais s'adresser directement à Daphné. Il discutait exclusivement des chiffres avec son fils, commentait les marges, les perspectives de valorisation et les relations bancaires. Pour lui, le code n'était qu'un outil parmi d'autres, remplaçable, externalisable. Il considérait que la véritable valeur résidait dans la capacité à structurer des flux financiers et à rassurer les marchés. Sa vision du monde, héritée d'une finance traditionnelle, excluait par principe l'idée qu'un algorithme puisse être une source de pouvoir durable. Daphne observait cette évolution avec une lucidité croissante. Elle constatait que les décisions se prenaient sans elle, que certaines réunions se tenaient en son absence, sous prétexte qu'elles concernaient des aspects purement financiers ou relationnels. Elle notait que ces contributions, autrefois centrales, étaient reformulées par d'autres avant d'être présentées comme des intuitions collectives. Son rôle se diluait, non par une exclusion brutale, mais par une série d'ajustements subtils qui, mis bout à bout, redessinaient complètement sa place. Le mariage, dans ce contexte, cessait d'être un espace de confiance pour devenir un dispositif de contrôle. Les discussions professionnelles envahissaient les conversations privées, et chaque désaccord se transformait en preuve supposée de son inadaptation. Henri présentait ses décisions comme des nécessités objectives, tandis qu'il réduisait ses objections à des réactions personnelles. La frontière entre l'argument et l'émotion était délibérément brouillée. Daphne comprenait alors que l'effacement n'était pas un effet secondaire, mais un mécanisme. Le couple fonctionnait comme une structure de transfert, où la visibilité, l'autorité et la reconnaissance se déplaçaient progressivement d'elle vers Henri. Elle continuait pourtant à travailler avec la même rigueur, convaincue que la stabilité du système dépendait encore de sa présence. Elle ne percevait pas encore l'ampleur du risque, mais elle sentait que quelque chose d'essentiel était en train de lui être retiré, non par un acte violent,
mais par une succession de décisions apparemment raisonnables. Ce chapitre de sa vie se refermait sur une certitude silencieuse. L'entreprise qu'elle avait bâtie reposait toujours sur ses fondations, mais le récit qui l'entourait avait été confisqué. Son mariage, loin d'être un refuge, s'était transformé en un projet d'appropriation progressive, où son identité professionnelle était dissoute au profit d'une image plus acceptable pour les cercles de pouvoir. Et tandis que le monde applaudissait la réussite d'Aurexia, Daphne commençait à comprendre que le combat à venir ne serait pas technique, mais existentiel. L'arrivée de Claire Montreux chez Aurexia ne fut pas annoncée comme une rupture, mais comme une évidence. Son recrutement fut présenté dans une note interne sobre, évoquant son parcours dans une entreprise concurrente et son expertise stratégique à l'échelle internationale. Son salaire annuel, fixé à 420 000 €, assorti d'un plan de stock options généreux, circula rapidement dans les couloirs, non comme un scandale, mais comme un signal. Aurexia entrait dans une nouvelle phase, et cette phase avait désormais un visage. Claire s'installa avec une aisance qui frappa immédiatement ceux qui l'observaient. Elle parlait peu au début, écoutait attentivement, puis reformulait ce qui avait été dit avec une clarté désarmante. Les idées qu'elle présentait n'étaient pas nouvelles pour Daphné. Elle reprenait des concepts déjà élaborés, des orientations stratégiques discutées des mois auparavant, mais elles étaient enveloppées dans un langage de pouvoir, accompagné de présentations visuelles impeccables, de graphiques épurés et de mots-clés qui rassuraient les investisseurs. Henri remarqua rapidement l'effet que produisait Claire dans les réunions. Là où Daphné insistait sur la cohérence interne des systèmes et les limites techniques, Claire parlait de synergie, de domination de marché et de scalabilité perçue. Elle ne contredisait jamais frontalement, mais elle reformulait, traduisant la complexité en promesses accessibles. Cette capacité à simplifier sans sembler réduire séduisait les interlocuteurs externes et confortait Henri dans l'idée qu'il avait trouvé une alliée idéale. Peu à peu, Claire fut invitée aux réunions confidentielles. Elle accompagna Henri lors de roadshows à Londres, à Zurich et à New York, rencontrant des fonds d'investissement qui ne connaissaient de l'entreprise que le récit officiel. Daphne apprenait souvent ses déplacements après coup par des échanges de courriels laconiques ou par des articles de presse mentionnant la présence de la nouvelle directrice stratégique aux côtés du dirigeant. La famille Lemoine adopta Claire avec un enthousiasme qui ne laissait place à aucune ambiguïté. Jean-Paul saluait son pragmatisme et sa capacité à parler le langage des marchés. Élodie la présentait comme une femme moderne, capable de comprendre les enjeux de pouvoir sans se perdre dans des considérations techniques. Lors d'un dîner familial, une phrase fut prononcée avec un sourire satisfait, affirmant qu'Henri avait enfin quelqu'un à sa hauteur. La remarque, apparemment flatteuse, redéfinissait implicitement la hiérarchie, reléguant Daphné à une position d'infériorité silencieuse. Dans le même temps, des changements subtils affectèrent le quotidien de Daphné au sein de l'entreprise. Elle constata qu'elle ne recevait plus certains rapports stratégiques en amont. Des décisions semblaient déjà prises lorsqu'elle en était informée. Des réunions informelles du conseil d'administration se tenaient sans qu'elle y soit conviée, sous prétexte qu'elles concernaient des orientations globales plutôt que des aspects techniques. Chaque exclusion était justifiée par une logique apparente, mais l'ensemble formait un mouvement cohérent. Henri, de son côté, multipliait les absences, justifiant ses déplacements par des impératifs professionnels. La frontière entre la collaboration et l'intimité avec Claire devenait de plus en plus floue, sans jamais être explicitement nommée. Daphne percevait les signes, mais elle refusait encore de les interpréter comme une trahison personnelle. Elle observait plutôt la manière dont la présence de Claire redessinait l'organigramme informel d'Aurexia. Ce qui la frappa le plus fut la facilité avec laquelle le récit de l'entreprise se transforma. Les présentations externes mettaient désormais en avant une vision stratégique portée par un tandem complémentaire, Henri, incarnant le leadership, et Claire la projection vers l'avenir. Le rôle de Daphne disparaissait progressivement des discours, remplacé par des références vagues à une équipe technique solide.
Elle assistait à cette réécriture sans intervenir, consciente que toute tentative de correction serait perçue comme une réaction défensive. Henri nourrissait désormais un projet plus ambitieux. Il envisageait de consacrer la position de Claire lors de la grande réception anniversaire, en annonçant publiquement sa promotion. Cette idée le rassurait. Elle symbolisait pour lui l'aboutissement d'un processus qu'il croyait maîtriser. Il se persuadait que Daphné, affaiblie par son effacement progressif, ne disposait plus des leviers nécessaires pour s'opposer à cette évolution. Daphné, de son côté, observait cette montée en puissance avec une attention presque clinique. Elle notait les répétitions, les glissements sémantiques, la manière dont ses propres idées revenaient, transformées, sous une autre signature. Elle comprenait que l'adultère n'était pas seulement une affaire de sentiments ou de désirs, mais un mécanisme de remplacement. Claire ne prenait pas seulement une place affective, elle occupait un espace narratif, devenant l'interprète officiel d'une vision que Daphné avait construite. L'illusion de victoire qui enveloppait Henri était complète. Il se voyait désormais comme l'unique centre de gravité d'Aourexia, entouré d'alliés loyaux et débarrassé de ce qu'il considérait comme des résistances internes. Il croyait que le silence de Daphné était une capitulation, une preuve de son incapacité à s'adapter à la nouvelle réalité de l'entreprise. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il s'agissait d'un retrait stratégique, d'une phase d'observation. Daphné comprenait que le récit avait été détourné, mais elle savait aussi que la substance du système restait intacte. Elle laissait Henri et Claire occuper la scène, convaincue que cette exposition excessive finirait par révéler ses propres limites. Ce chapitre de l'histoire d'Aurexia s'achevait sur une certitude trompeuse. Pour ceux qui regardaient de l'extérieur, la transition semblait accomplie. Une nouvelle figure stratégique avait émergé, soutenue par la famille et par les marchés, tandis que l'ancien architecte du système semblait relégué à l'arrière-plan. Henri savourait cette impression de contrôle total, persuadé que la partie était déjà gagnée, sans percevoir que cette victoire apparente reposait sur une méconnaissance fondamentale de ce qui constituait réellement le cœur de l'entreprise. Le signal ne vint pas d'une confrontation directe, ni d'une révélation spectaculaire, mais d'un détail presque anodin, glissé dans un document préparatoire que Daphné consulta un soir tard, seule dans son bureau. Il s'agissait d'une version provisoire d'un plan d'incitation à long terme, rédigé dans un langage neutre, administratif, soigneusement dénué d'émotion. Le titre évoquait une optimisation des ressources humaines, mais les chiffres racontaient une autre histoire. Une nouvelle émission d'options, un élargissement du périmètre de l'ESOP, une redistribution subtile des droits économiques et politiques. Daphné lut lentement, ligne après ligne, sans se presser. Elle comprit immédiatement ce que cela impliquait. La dilution n'était pas massive, ni brutale, mais progressive, pensée pour s'inscrire dans la durée. Si le plan était mis en œuvre, la part des fondateurs historiques serait mécaniquement réduite, et avec elle, leur capacité d'influence. Le mouvement était légal, justifiable, presque élégant dans sa discrétion. Il témoignait d'une stratégie mûrement réfléchie. Ce fut à cet instant précis que la nature du conflit se clarifia pour elle. Jusqu'alors, elle avait interprété les événements comme une série de dérives relationnelles, une accumulation de compromis mal négociés et de récits déformés. Désormais, il s'agissait d'une tentative de capture d'actifs. L'entreprise n'était plus seulement un espace de pouvoir symbolique, mais un ensemble de leviers concrets que l'on cherchait à lui retirer. Elle évoqua le sujet avec Henri quelques jours plus tard, lors d'un échange qui se voulait informel. Elle mentionna le document sans accusation, comme une question technique parmi d'autres. Henri répondit avec un sourire indulgent, minimisant l'importance de la mesure. Il expliqua que la croissance exigeait des ajustements, que les équipes devaient être motivées, et que l'histoire d'Aourexia dépassait désormais les individus. C'est alors qu'il prononça la phrase qui marqua une rupture définitive. Il déclara, d'un ton assuré, que les gens se souvenaient des bâtiments, jamais des fondations. La métaphore se voulait pédagogique, presque bienveillante.
Pour Daphné, elle résonna comme une confirmation. Elle comprit que, dans son esprit, ce qu'elle avait construit n'était plus qu'un socle interchangeable, destiné à rester invisible. Elle ne répondit pas sur le moment. Son visage resta calme, et sa voix ne trahit aucune émotion. Cette absence de réaction fut interprétée par Henri comme un signe de résignation. Il poursuivit la conversation sur d'autres sujets. Convaincu d'avoir clos le débat, Daphné, de son côté, avait déjà déplacé son attention ailleurs. Les jours suivants, elle entreprit un travail méthodique. Elle ressortit les accords initiaux, ceux qui avaient été signés lorsque l'entreprise n'était encore qu'une promesse. Elle relut chaque clause, chaque annexe, chaque note marginale. Elle se souvenait de la manière dont elle avait insisté, à l'époque, pour séparer la propriété intellectuelle du véhicule juridique. Elle avait exigé que les algorithmes, l'architecture des données et les mécanismes d'évaluation soient concédés sous licence et non transférés définitivement. Cette décision, longtemps perçue comme une précaution excessive, reprenait soudain toute sa signification. Les droits d'utilisation accordés à Aurexia étaient clairs, mais conditionnels, ils portaient son nom et ils reposaient sur un équilibre précis entre contrôle et confiance. Daphné réalisa que ce qui avait été conçu comme une protection abstraite constituait désormais un levier concret. Elle demanda ensuite un rendez-vous discret avec un membre du conseil d'administration de la première heure, un homme réservé, peu enclin aux démonstrations publiques, qui avait accompagné les débuts du projet sans jamais chercher la lumière. Il était l'un des rares à comprendre l'architecture complète du système, non dans ses détails techniques, mais dans sa logique globale. Leur rencontre eut lieu dans un café éloigné du siège, à l'abri des regards. Ils parlèrent longtemps, sans élever la voix. Daphné exposa les évolutions récentes, les glissements de gouvernance, le projet d'Aesop. Son interlocuteur écouta attentivement, posant des questions précises. Il confirma ce qu'elle pressentait. La structure juridique donnait à Daphné une marge de manœuvre que personne, ou presque, ne semblait avoir intégrée dans ses calculs. Il souligna également que la dilution, si elle était menée à son terme, rendrait toute correction ultérieure beaucoup plus complexe. En quittant le café, Daphné ne ressentait ni colère ni peur, mais une forme de clarté froide. Elle savait désormais que la situation exigeait une décision qui ne pourrait être annulée. Elle comprenait aussi que toute confrontation directe à ce stade serait prématurée. La force ne résidait pas dans la protestation, mais dans le timing. Ce soir-là, seule chez elle, elle ouvrit un carnet qu'elle utilisait rarement. Elle y inscrivit une phrase simple, presque dépouillée. Elle n'y évoquait ni vengeance, ni justice. Elle parlait de récupération, de réappropriation. Elle traçait une frontière nette entre l'émotion et l'action. Cette phrase marquait un basculement intérieur. Elle ne se voyait plus comme une partie lésée cherchant réparation, mais comme une fondatrice reprenant le contrôle d'un actif qui lui appartenait légitimement. À partir de ce moment, sa posture changea imperceptiblement. Elle continua à se taire, à laisser les décisions suivre leur cours apparent. Elle observa Henri et Claire multiplier les initiatives, convaincue que le terrain leur était acquis. Elle ne chercha pas à corriger les récits, ni à réintégrer des réunions dont elle avait été exclue. Son retrait devenait stratégique. Ce point de rupture ne fut donc pas visible de l'extérieur. Aucun éclat de voix, aucun geste spectaculaire ne vint signaler le changement. Pourtant, dans l'économie interne de l'histoire, il s'agissait d'un moment central. Daphna avait cessé d'espérer une reconnaissance spontanée. Elle avait accepté l'idée que le conflit ne se résoudrait pas par un dialogue, mais par un rééquilibrage des forces. Le cœur d'Aurexia, qu'elle avait conçu avec une rigueur presque obsessionnelle, n'était pas seulement un ensemble de lignes de code. C'était un système de dépendance, de droit et d'autorisation, pensé pour fonctionner dans un monde instable. Elle comprit que ce monde venait de la rattraper, et pour la première fois depuis longtemps, elle cessa de subir la dynamique imposée par les autres pour redevenir l'architecte de la suite des événements. Pendant 6 semaines, Daphna adopta une discipline qui,
de l'extérieur, pouvait être confondue avec un effacement. Elle ne contesta aucune décision, ne demanda aucune justification, ne chercha pas à rectifier les récits qui circulaient. Dans les réunions auxquelles elle assistait encore, elle parlait peu, et lorsqu'on l'interrogeait, ses réponses restaient strictement factuelles. Elle n'opposait ni résistance visible, ni émotion perceptible. Ce choix n'était pas un renoncement, mais une suspension volontaire de toute réaction. Henri interpréta ce silence comme une confirmation de sa lecture des événements. Il se persuada que Daphne avait enfin compris la nouvelle réalité d'Aurexia, celle d'une entreprise devenue trop vaste pour être gouvernée par des considérations techniques ou personnelles. Il se sentit conforté dans son rôle de figure centrale, capable d'incarner seul la vision et l'avenir. Claire, de son côté, trouva dans cette absence de friction un espace idéal pour consolider sa position. Ils multiplièrent les apparitions publiques. Les interviews s'enchaînèrent dans la presse économique et technologique. Henri parlait de maturité stratégique, de gouvernance moderne, de passage à l'échelle internationale. Claire évoquait la nécessité d'un langage clair, d'une narration forte pour rassurer les marchés. Ils se présentaient comme un tandem complémentaire, parfaitement alignés. Dans leurs discours, le passé était résumé en quelques formules vagues, et les contributions fondatrices se dissolvaient dans l'idée d'un effort collectif. Daphne observait cette mise en scène avec une attention presque clinique. Elle notait les mots employés, les angles choisis, les omissions répétées. Elle comprenait que chaque phrase prononcée en public renforçait un cadre narratif précis, celui d'une transition inévitable vers une nouvelle ère. Elle savait aussi que ce cadre reposait sur une hypothèse fragile, à savoir que les fondations resteraient silencieuses. Dans l'ombre, elle travaillait. Elle rassembla les documents d'origine, les schémas initiaux, les descriptions fonctionnelles du cœur du système. Elle revisita les choix architecturaux faits des années plus tôt, lorsque l'entreprise n'était qu'une équipe réduite et que chaque décision engageait l'ensemble du projet. Elle reconstitua patiemment la logique globale, non pour elle-même, mais pour la rendre intelligible à ceux qui, le moment venu, devraient comprendre ce qui était réellement en jeu. Ce travail demandait une précision absolue. Elle ne se contentait pas de rappeler ce qui avait été conçu, mais expliquait pourquoi cela avait été fait ainsi, quelles dépendances invisibles reliaient les modules et quelles conséquences entraîneraient une modification non maîtrisée. Elle savait que le pouvoir ne résidait pas seulement dans la connaissance, mais dans la capacité à la transmettre au bon moment, dans le bon langage. Parallèlement, elle activa une clause rarement évoquée, inscrite dans les accords fondateurs sous une appellation technique et neutre. Cette clause, pensée comme un mécanisme de sauvegarde ultime, permettait à l'un des fondateurs, sous certaines conditions, de suspendre temporairement des décisions affectant le cœur technologique. Elle n'avait jamais été utilisée. Sa simple existence avait été reléguée au rang de détail juridique sans importance opérationnelle. Daphne vérifia minutieusement que toutes les conditions étaient réunies. Elle consulta les textes, valida les interprétations, anticipa les objections possibles. Rien ne devait être laissé au hasard. Elle ne cherchait pas à surprendre par un geste impulsif, mais à rendre toute contestation ultérieure inefficace. Le silence qu'elle avait maintenu pendant ces semaines avait pour fonction de rendre cette activation invisible jusqu'à l'instant précis où elle deviendrait irréversible. La soirée de gala arriva comme un point de convergence. L'événement avait été préparé avec un soin extrême, pensé comme une démonstration de continuité et de maîtrise. Les invités affluaient, les lumières se reflétaient sur les surfaces polies, et la musique créait une atmosphère de célébration maîtrisée. Daphne prit place sans attirer l'attention, fidèle à l'image de discrétion qui lui avait été attribuée. Elle s'assit attendit. Elle ne chercha pas à croiser les regards, ni à se faire remarquer. Son immobilité contrastait avec l'agitation calculée qui l'entourait. Elle savait que cette posture renforçait l'assurance de ceux qui occupaient la scène. Plus elle semblait absente, plus ils se sentaient libres de dérouler leur discours. Henri monta sur scène, sûr de lui. Il parla longuement, retraçant l'évolution récente de l'entreprise, saluant les équipes,
annonçant de nouvelles orientations. Claire le rejoignit à ses côtés, incarnant visuellement cette nouvelle ère qu'il voulait imposer. Les applaudissements ponctuaient chaque déclaration, et l'ensemble donnait l'impression d'une victoire déjà acquise. Daphne laissa Henri aller jusqu'au bout. Elle ne l'interrompit pas, ne manifesta aucun signe d'impatience. Chaque minute supplémentaire renforçait la tension invisible qui se construisait. Le suspense ne résidait pas dans ce qui se disait, mais dans ce qui n'était pas encore révélé. Elle savait que le moment décisif ne pouvait survenir qu'après cette démonstration complète de confiance. À mesure que la soirée avançait, une certitude se formait en elle. Le silence avait rempli sa fonction. Il avait permis aux autres de s'exposer, de cristalliser leur position, de rendre leurs intentions parfaitement lisibles. Il avait aussi permis à Daphne de préparer un mouvement qui ne dépendrait plus de leur perception d'elle, mais de la structure même qu'ils pensaient contrôler. Lorsque Henri termina son discours sous les applaudissements, Daphné ne bougea toujours pas. Elle resta assise, attentive, consciente que l'équilibre venait de se figer. Tout ce qui suivrait serait une conséquence directe de ce qui avait été accumulé dans ce silence prolongé. Elle n'avait rien revendiqué, rien exigé. Elle avait simplement laissé le pouvoir se concentrer là où il avait toujours résidé, dans la compréhension profonde du système. Ce chapitre de silence touchait à sa fin. La scène était prête et le temps de l'invisibilité stratégique arrivait à son terme. Ce que personne ne percevait encore, c'est que l'absence apparente de Daphné avait déjà redessiné les rapports de force, bien avant que le moindre mot ne soit prononcé. Henri venait d'entrer dans la partie la plus attendue de sa présentation. Sa voix était assurée, calibrée pour captiver un public habitué aux promesses technologiques. Il parlait d'une nouvelle fonctionnalité stratégique, d'une évolution majeure du cœur d'Orexia Systems, censée ouvrir un cycle de croissance supplémentaire. Derrière lui, l'écran géant affichait des schémas épurés, des graphiques animés et des mots soigneusement choisis pour évoquer la maîtrise et l'innovation continue. Les invités écoutaient avec attention. Certains prenaient des notes, d'autres échangeaient des regards satisfaits. L'atmosphère était celle d'une démonstration de puissance tranquille, presque routinière, comme si rien ne pouvait plus déstabiliser l'édifice. Claire se tenait légèrement en retrait, confiante, déjà installée dans le rôle que cette soirée devait officialiser. Puis, sans avertissement, l'écran clignota. La transition fut brutale, presque maladroite, comme si un rideau avait été arraché trop vite. Les graphiques disparurent, remplacés par un fond sombre, sur lequel s'inscrivaient des lignes de texte blanc, nettes, dépourvues de toute mise en scène. License revoked. Critical System Lockdown. Author. Daphne Diarra. Un murmure parcourut la salle, d'abord hésitant, puis de plus en plus dense. Henri se retourna instinctivement, cherchant une explication technique, une erreur de projection, n'importe quoi qui pourrait ramener cet incident dans le champ du maîtrisable. Son visage se figea lorsqu'il comprit que ce message ne relevait ni d'un bug, ni d'une mauvaise manipulation. Presque simultanément, les téléphones des invités vibrèrent. Un à un, les écrans s'allumèrent, affichant une notification inhabituelle de l'application Aorexia. Certains crurent d'abord à une coïncidence, puis constatèrent que le problème était général. L'application refusait de charger, renvoyant un message d'erreur indiquant une interruption critique du service. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle clameur. Ce n'était pas un silence de respect, mais un vide soudain, né de la collision entre une certitude affichée et une réalité technique incontestable. Orexia, l'outil que beaucoup utilisaient quotidiennement, venait de se taire sous leurs yeux. Henri tenta de reprendre la parole. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot cohérent ne sortit immédiatement. Il comprenait que cet événement ne pouvait pas être improvisé, qu'il s'agissait d'un acte volontaire, précis, exécuté avec une connaissance intime du système. Il sentit, pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose lui échappait totalement. Un membre du conseil d'administration se leva. C'était un homme discret, rarement visible lors des événements publics, mais dont la présence imposait le calme. Il prit la parole sans emphase, d'une voix posée, presque administrative.
Il expliqua que le cœur technologique d'Aurexia reposait sur une propriété intellectuelle clairement identifiée, détenue par Daphne Diarra depuis la création de l'entreprise. Il précisa que la société exploitait cette technologie dans le cadre d'une licence et que cette licence venait d'être suspendue conformément aux termes contractuels. Il n'y eut ni accusation, ni justification morale. Les faits étaient exposés comme des données objectives, impossibles à contester, sans remettre en cause les fondations juridiques de l'entreprise. Le Conseil confirma que la validité de cette action avait été vérifiée et reconnue. Jean-Paul, assis à la table des partenaires financiers, sentit le sol se dérober sous ses certitudes. Pendant des années, il avait raisonné en termes de capital, de flux financiers, de valorisation. Il avait considéré la technologie comme un actif remplaçable, un coût parmi d'autres. À cet instant précis, il comprit l'erreur fondamentale de ce raisonnement. Ce qu'il avait appelé « argent ancien » ne pouvait rien face à une architecture qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. Daphne s'éleva à l'ours. Elle monta sur scène sans hâte, sans chercher à capter l'attention par un geste ou un regard appuyé. Sa présence n'était pas spectaculaire, mais elle produisit un effet immédiat. Le contraste entre le tumulte intérieur de la salle et son calme apparent renforçait chaque pas qu'elle faisait. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était stable, dénuée de toute trace de triomphe ou de colère. Elle expliqua brièvement que la suspension de la licence n'était pas une mesure punitive, mais une conséquence directe de décisions récentes mettant en péril l'intégrité du système. Elle rappela que certaines lignes ne pouvaient être franchies sans remettre en cause la cohérence de l'ensemble. Elle annonça ensuite, sans détour, l'annulation immédiate de la promotion de Claire Montreux. Cette décision fut présentée comme une mesure de gouvernance nécessaire pour restaurer un cadre fonctionnel clair. Claire resta immobile, le visage fermé, comprenant que le récit qu'elle avait contribué à construire venait de s'effondrer en un instant. Daphne se tourna ensuite vers Henri. Elle déclara que ses fonctions exécutives étaient suspendues, le temps qu'une réorganisation soit menée sous la supervision du Conseil. Elle ne prononça aucun reproche personnel. Elle se contenta d'énoncer une réalité opérationnelle, comme si elle parlait d'un processus technique devenu obsolète. Henri sentit une chaleur sourde monter en lui, mélange de honte et d'incompréhension. Tout ce qu'il avait cru solidement acquis venait de se dissoudre sans confrontation directe, sans scène dramatique. Il n'y avait pas eu de combat, seulement une démonstration froide de souveraineté structurelle. La salle resta silencieuse. Chacun comprenait que ce qui venait de se produire dépassait largement un conflit conjugal ou une rivalité interne. C'était une remise à l'ordre brutale, fondée sur des mécanismes invisibles que peu de personnes avaient pris la peine d'examiner. Daphne conclut en indiquant que le système serait progressivement réactivé une fois les conditions de sécurité et de gouvernance rétablies. Elle descendit de scène comme elle y était montée, sans chercher l'approbation ni redouter les regards. Ce soir-là, la réalité s'était imposée sans éclat inutile. Le pouvoir ne s'était pas affirmé par le bruit, mais par l'arrêt net de ce qui semblait aller de soi. Aurexia venait de rappeler à tous que ses fondations n'avaient jamais changé de propriétaire. Les 48 heures qui suivirent la soirée furent marquées par une agitation fébrile que Daphné observa à distance. Les marchés réagirent immédiatement, comme ils le faisaient toujours lorsqu'un symbole de stabilité semblait vaciller. Le cours de l'action Aurexia connut une oscillation brutale, faite de ventes paniquées, de rachats opportunistes et de commentaires alarmistes. Les analystes s'interrogeaient sur la continuité opérationnelle, sur la solidité de la gouvernance, sur l'identité réelle de celle ou celui qui dirigeait désormais l'entreprise. Pourtant, à mesure que les informations se précisaient, la nervosité retomba. Les communiqués officiels confirmaient que les systèmes critiques avaient été rétablis sous supervision directe, que les contrats clients étaient honorés et que le cœur technologique demeurait intact. Au terme du deuxième jour, le cours se stabilisa à un niveau légèrement inférieur, mais cohérent avec la valorisation réelle de l'entreprise.
Ce n'était pas une victoire spectaculaire, mais un retour à une vérité économique plus sobre. Daphne consacra ses journées à ce qu'elle avait toujours préféré faire. Elle travailla. Elle convoqua les responsables d'équipe, un par un, sans mise en scène ni discours inutile. Elle posa des questions précises, techniques, opérationnelles. Elle demanda ce qui fonctionnait, ce qui ralentissait, ce qui devait être corrigé. Beaucoup furent surpris par cette approche directe, débarrassée de la rhétorique habituelle du pouvoir. Les décisions suivirent rapidement. Les ingénieurs clés, les architectes systèmes, les responsables produits qui avaient fait preuve de compétence et de loyauté envers le projet furent confirmés à leur poste. Daphne ne chercha pas à récompenser l'allégeance personnelle, mais la capacité à servir l'entreprise elle-même. Elle expliqua clairement que la période des titres décoratifs et des fonctions vides était révolue. La décision la plus commentée fut celle concernant Élodie Lemoine. Jusqu'alors, sa présence dans l'organigramme avait été justifiée par des missions floues et une proximité familiale assumée. Daphne mit fin à cette situation sans animosité, mais sans concession. Elle annonça la rupture immédiate du contrat, invoquant l'inadéquation entre les responsabilités affichées et les résultats concrets. Cette décision marqua symboliquement la fin d'un système de privilèges silencieux qui avait longtemps parasité l'entreprise. Jean-Paul observa ces changements avec une amertume qu'il tenta de dissimuler. Il comprenait désormais que son influence n'était plus centrale. Son monde, fait de relations bancaires et de chiffres abstraits, ne suffisait plus à gouverner une organisation bâtie sur une architecture qu'il n'avait jamais cherché à maîtriser. Pour la première fois, il se retrouva spectateur d'un ordre qu'il ne contrôlait pas. Henri, de son côté, traversa une phase de stupeur prolongée. Il ne fut ni poursuivi, ni publiquement humilié après la soirée. Daphne avait délibérément refusé cette voie. Elle lui laissa ce qui lui restait, une part de son image privée, mais lui retira ce qui avait nourri sa domination, le droit de raconter une histoire qui n'était pas la sienne. Son nom disparut progressivement des communiqués stratégiques, remplacé par des structures collectives et des responsabilités clairement définies. Il tenta, à plusieurs reprises, de reprendre la parole dans des cercles privés, de présenter sa version des faits, mais le récit ne trouvait plus d'écho. Les chiffres, les documents et la réalité opérationnelle parlaient désormais plus fort que ses discours. Il découvrit ce que signifiait être privé de narration, non par la censure, mais par l'indifférence. Claire, quant à elle, quitta l'entreprise dans un silence prudent. Elle comprit que sa trajectoire avait été rendue possible par une confusion volontaire entre vision et pouvoir. Sans cette confusion, elle n'avait plus de place à occuper. Son départ ne provoqua ni scandale, ni règlement de compte, simplement une correction logique d'un déséquilibre devenu visible. Daphne assuma officiellement la direction stratégique d'Aurexia quelques semaines plus tard. L'annonce fut sobre, presque technique. Elle refusa toute mise en scène personnelle, préférant présenter une feuille de route claire, orientée vers la stabilité à long terme et l'intégrité du système. Son style contrastait fortement avec celui qui avait dominé auparavant. Elle ne cherchait pas à séduire, mais à structurer. Peu à peu, l'image de l'entreprise évolua. Les médias cessèrent de parler de crise pour évoquer une transition maîtrisée. Les partenaires comprirent qu'ils avaient affaire à une dirigeante qui n'utilisait pas le pouvoir comme un spectacle, mais comme un outil. Cette perception rassura plus qu'elle n'impressionna. Et c'était précisément ce que Daphne recherchait. Un soir, seule dans son bureau, elle relut les notes qu'elle avait prises des mois plus tôt. Les phrases étaient courtes, fonctionnelles, dépourvues de pathos. Elle racontait moins une revanche qu'un recentrage. Elle comprit alors que ce qu'elle avait perdu n'était pas le pouvoir, mais l'illusion qu'il pouvait être partagé sans cadre. Elle se leva, regarda la ville s'étendre au-delà des vitres, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans les étages supérieurs. Elle ne ressentait ni triomphe, ni regret, seulement une forme de clarté tardive, mais durable. Elle formula mentalement une phrase, non pour la dire à voix haute, mais pour l'inscrire comme un principe.
Elle savait que cette phrase résumait mieux que tout discours ce qu'elle avait appris. Elle n'avait pas perdu son autorité parce qu'elle était faible. Elle l'avait perdue parce qu'elle l'avait donnée trop facilement, sans exiger le respect de ce qu'elle avait construit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Daphne Diarra jusqu'au bout. Cette histoire n'est pas un conte de vengeance, mais le reflet de dynamiques très réelles que l'on retrouve dans de nombreux mariages et entreprises. Elle s'inspire librement de situations vécues, observées, parfois tues dans la vie réelle. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le pouvoir véritable n'a jamais besoin de faire du bruit. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Pensez aussi à vous abonner et à liker la chaîne pour la soutenir.